en partie liés. Ça, et peut-être que, de même que la sagesse du roman s'éloigne, l'humour est en voie de disparition. La sagesse du roman, c'est ce qui empêcherait de dire, avec Emma Chollet, que dans les couples hétérosexuels ne fonctionnent que par l'humiliation des femmes. Voilà, c'est globalement, les femmes morflent, les femmes sont humiliées, c'est comme ça que ça fonctionne. La sagesse du roman nous apprend tout autre chose, d'ailleurs même le bon sens. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. L'époque actuelle simplifie, généralise abusivement, elle projette des schémas, elle nous projette dans un monde à 2 dimensions. Le roman, c'est l'exploration inlassable de la pluralité humaine. Des grands romans continuent d'exister, mais ils n'impriment plus. Voilà mon inquiétude. Quant à l'humour, oui, en effet, on peut se poser la question. Et je me la suis posée parce que je suis moi-même la cible d'attaques extrêmement violentes, notamment dans une émission de France Inter, par Jupiter. Je peux citer les mots qui ont été dits, comme ça nous faisons une idée de ces attaques. J'adore les antiquités. Je suis passionné de diarrhée verbale. Je suis fan de dégénérescence mentale. Dégénérescence mentale, le mot m'a fait sursauter, en effet. En plus, j'ai appris 15 jours plus tard que mon vieux cerveau me coulait du nez. Donc, ça, c'est très intéressant parce que là, on voit la différence. L'humour, le rire de l'humour n'est pas le tout du rire. Le rire originel, le rire spontané, c'est une espèce de châtiment social qui réprime la faiblesse, les anomalies, les excentricités, les différences. L'humour, c'est tout à fait autre chose. C'est, comme le dit Kundera, une sorte de bonheur issu de la certitude qu'il n'y a pas de certitude. C'est quelque chose. Bergson, d'ailleurs, c'est une pratique sociale qui pointe du doigt un geste, une attitude. Mais on pourrait vous opposer, Alain Finkielkraut, en vous disant qu'il y a un droit à la caricature aussi. Et c'est le principe de Charlie Hebdo. Mais la caricature de Charlie Hebdo, c'était dans la lignée de Voltaire. Elle répondait par les armes du rire au fanatisme et les dessinateurs l'ont payé de leur vie. Là, c'est tout autre chose. Ces pseudo-humoristes sont le bras armé de la bien-pensance. Ce ne sont pas des dissidents, ce sont des gens qui matraquent toute pensée un petit peu rebelle, justement, hérétique. Et puis surtout, si vous voulez, ces gens-là se disent, il y a Zemmour. Avec Zemmour, il y a la bête immonde montre ses dents. Donc là, on ne va pas finasser. Il faut avoir le courage d'être grossier et même abject. Donc, nous assistons, sous les auspices d'une guerre contre la barbarie, au retour du rire barbare. L'après-humour, c'est la fermeture de la parenthèse de l'humour et c'est le retour au rire barbare. Alors, il y a encore des humoristes. Il y a Xavier Gors, il y a Blanche Gardin, etc. Mais cette attitude est très répandue et elle ne concerne pas seulement France Inter. Sur Europe 1, une pseudo-humoriste, une rigolote, a dit aux académiciens qui se plaignaient du péril mortel que l'écriture inclusive faisait courir à la langue, que le seul péril mortel à l'Académie, c'était la prostate de ses membres. Donc les vieux sont grotesques jusque dans les mots qui les appellent. C'est la barbarie. De l'humour. Qui doit être l'arbitre des élégances de l'humour? Vous, Alain Finkielkraut, imaginez que vous commencez à dire oui, vous voyez bien qu'il s'agit d'une toute autre métaphysique, d'une toute autre ontologie. Une limite à la liberté d'expression, ce que vous dites? Mais je m'en fous. D'abord, il n'y a pas de liberté de l'injure. Il y a pas, c'est pas la liberté d'expression que de parler de ma dégénérescence mentale ou de dire que j'ai le cerveau qui me coule du nez. Ce n'est pas drôle du tout et l'acharnement sur la faiblesse ne peut pas se prévaloir du nom d'humour. On appelle ça comme on veut, on peut peut-être mettre la liberté d'expression, mais l'humour, là, cède la place à son homonyme. Alors, la question se pose peut-être un peu autrement, puisqu'il s'agit souvent, hélas, du service public. Est-ce qu'on ne se retrouve pas trop souvent avec un humour militant, subventionné, qui en plus a le défaut de ne pas être drôle, ce qui est quand même pas un détail, mais donc un humour public militant subventionné? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là d'inquiétant en tant que tel? Bien sûr.
c'est un humour militant, parce que si je subis de telles attaques, c'est parce que je suis classé à droite, et même à l'extrême droite. Et ces gens-là ont la certitude de détenir, d'appartenir au camp du bien. Ils ont ils vivent dans une sorte d'évidence morale. Ils sont pour, si vous voulez, l'ouverture à l'autre, contre la crispation identitaire. Ils sont pour l'égalité, contre les privilèges, pour la liberté, contre toutes les formes d'oppression ou de servitude. Donc il est normal qu'ils m'accablent comme ils le font. Oui, mais je ne laisse pas finir. Allez-y. Non. J'allais dire que le néo-progressisme soit le néo-progressisme, aucune surprise. L'enjeu, est-ce que c'est pas que ce soit financé à même l'argent public à la manière d'un travail de rééducation? Est-ce qu'il faut supprimer la redevance? Non. Voilà, c'est ça la question. Parce qu'elle est posée par certains candidats, Marine Le Pen, Éric Zemmour. Avec les candidats qui proposent cette mesure et avec ceux des commentateurs qui les approuvent. La redevance est indispensable. Il faut qu'il y ait un espace pour les auditeurs, un espace où ils soient libres de vivre sans publicité. Il ne faut pas que il y ait, si vous voulez, partout des coupures conversationnelles entre deux publicités. C'est bien la publicité, parce que ça permet à d'autres radios d'exister. Ça fait vivre le pluralisme. La redevance est indispensable. Attendez, en plus, c'est pas la question financière qui nous importe. La question, c'est sur un service public, il y a un impératif de diversité d'opinion. Il y a un impératif. Cet impératif n'est pas tout à fait respecté. Et d'ailleurs, beaucoup de gens de gauche et comme de droite s'en plaignent. Ils en ont marre qu'on déverse sur eux un catéchisme, ça c'est vrai. Mais pourtant, vous faites partie de ce service public. Vous avez une magnifique émission. Je parle de l'intérieur. Le service public vous accueille. Avec une émission magnifique. Néanmoins, le service public vous accueille. C'est ce que j'allais dire. Quand je critique certaines dérives qui ne concernent pas que la radio, mais aussi la télévision, et notamment France 5, avec une émission de C'est politique qui est l'abréviation de C'est politiquement correct, et une autre C'est l'hebdo, où on a vu hier 3 ultra-féministes se déchaîner contre ces hommes qui violent, qui tuent, expliquer que c'est affreux parce que quand elles portent plainte, on leur demande des explications, c'est-à-dire militer contre la présomption d'innocence, alors même que des féministes, si vous voulez, critiquent ce genre d'attitude. Marie Dosé et 104 avocates ont dit que la présomption de culpabilité dans les infractions sexuelles, c'était extrêmement dangereux à propos de MeToo. Sabine Procoris vient de publier un livre, Le Mirage MeToo. Ces femmes-là n'ont pas droit de citer. Pourquoi n'ont-elles pas droit de citer? Parce que l'animateur, les concepteurs de cette émission souffrent avec les victimes. Donc ils vont pas donner la parole aux bourreaux, ces monstres pris à pic, et aux complices qu'ils recrutent parmi les femmes. Donc vous voyez, cette évidence morale est mère du fanatisme et de l'aveuglement. C'est extrêmement dangereux. Reste que... D'accord, mais vous êtes totalement libre sur le service public. Je suis sur le service public. Radio France est ma maison, pas la 5. Radio France est ma maison. J'ai toujours bénéficié d'une liberté totale. Et en période de turbulence, les directeurs m'ont soutenu, notamment aujourd'hui Sandrine Tenner, qui ne partage pas, je crois, toutes mes convictions. Je n'ai jamais eu une discussion devant, mais si vous voulez, j'en suis intimement persuadé, mais qui sait que Réplique n'est pas une tribune. Je ne fais pas cette émission depuis tant d'années pour gagner la guerre, mais pour éviter que la guerre ne gagne. Et je ne peux le faire que sur le service public, que sur France Culture, notamment parce que nous sommes affranchis de la contrainte publicitaire. Donc, ma critique se fait de l'intérieur pour améliorer les choses, mais l'idée de supprimer la redevance, l'idée de privatiser Radio France me terrifie complètement.
Alors, comme nous ne sommes pas sur le service public, nous allons marquer une dernière pause qui vous laissera du temps pour la suite, Alain Finkielkraut, et pour des sujets tout aussi importants que ceux dont nous venons de parler, puisque nous allons parler du néo-féminisme, du wokisme. Wokisme, s'il vous alors plaît. Certains disent que ce sont des idéologies minoritaires auxquelles vous donnez, vous et certains, trop de place. Que répondez-vous à cela? On rentrera dans le détail dans quelques instants. Et merci à vous de nous suivre en direct à la fois sur Europe 1 et CNews avec notre invité, le philosophe et essayiste Alain Finkielkraut, qui a de nombreux combats. Vous menez des combat, Alain Finkielkraut, engagé contre certaines idéologies, néo-féminisme, wokisme, mais vous acceptez toujours la conversation, et vous l'avez fait notamment dans un long entretien à l'Obs avec la néo-féministe Alice Coffin. On a vu que les échanges étaient rudes. Est-ce que ce fut vraiment un moment d'échange? Est-ce qu'il peut y avoir un terrain de proximité, ou alors, j'allais dire, tout est trop éloigné pour cela? Je cherche cela. Je veux absolument que le paradigme de la conversation l'emporte sur le paradigme de la guerre. Je veux rapatrier dans le débat ce qui est de l'ordre du combat, et même du combat à mort. D'un autre côté, Alice Coffin, ses propos sont très intéressants et très symptomatiques. Après la victoire in extremis obtenue par Yannick Jadot à la primaire des écologistes, elle a dit, souhaitant quand même que ce soit Sandrine Rousseau qui devienne la candidate, un féministe doit céder la place. J'ai trouvé cette formule très révélatrice, parce que les néo-féministes, à la différence des féministes authentiques, originelles, qui sont d'ailleurs leur principale cible, elles haïssent Elisabeth Badinter. Les néo-féministes ne combattent pas pour l'égalité des droits, car elles l'ont obtenue,